Bonjour à tous, excusez-moi, je rêvais devant la Médina de Fès, lieu de notre escapade aujourd'hui au Maroc. Mémoire du Maroc, capitale spirituelle et religieuse, Fès est la plus ancienne capitale impériale du Maroc. Classée par l'UNESCO au patrimoine mondial, elle fut créée vers 808 par Idriss II. Sa fondation a été dès le départ déterminée par la présence d'un oued, la rivière des perles, Oued al-Jawir. Une eau qui a modelé la ville, permettant l'installation d'un artisanat riche et varié, tanneurs, dinandiers, ébénistes. Une eau qui alimentait les fontaines, les bassins, qui irriguait les patios, les jardins et les vergers. Une eau captive ou libre, dont on entendait le murmure partout dans la médina la plus imposante du Maroc. 350 hectares de médina où l'on se perd avec plaisir. Cependant, ce petit guide est bien pratique. Il propose 6 circuits, dont un sur les palais et jardins andalous. C'est simple, il suffit de suivre l'étoile. On y va ensemble ? Première étape, le palais d'Arba Mohamed Chergui, un pacha. Nous sommes ici dans la partie des femmes, une maison partagée actuellement par plusieurs familles et qui aurait bien besoin de restauration. Vous avez ce qu'on appelle le dar qui est uniquement la maison, c'est la maison à patio intérieur qui peut être couvert ou à ciel ouvert. Et vous avez, ça c'est les plus anciennes constructions, c'est vraiment dans les profondeurs de la Médina. Et puis vous avez ce qu'on appelle les dar de Riyad, Riyad qui veut dire que jardin, et ce sont des jardins pavillonnaires. Alors c'est la maison, et attenant à la maison, il y a le jardin. Et dans ce jardin, on trouve obligatoirement la fontaine centrale, la fontaine murale, et c'est à ciel ouvert bien entendu, et on trouve une végétation assez dense, donc présence d'eau, de bruit de l'eau, c'est très important, et puis les arbres fruitiers, surtout le citronnier, le bigaradier, l'oranger, l'olivier parfois, le grenadier, très important. Nous trouvons cette végétation dans un jardin et donnant sur ce jardin, on trouve le bsat qui est un salon de réception et qui sert surtout pour la restauration des invités pas très intimes à la famille. Et au-dessus de ce bsat, on trouve le menzin qui est le salon panoramique dans lequel se tenait une fois par semaine en moyenne ce qu'on appelle chez vous des banquets philosophiques. Est-ce qu'il y avait aussi un espace potager pour les cultures familiales? Effectivement, alors il y a jardin et jardin. Les petits jardins, on y trouvait surtout des arbres, mais souvent il y avait des jardins un peu plus grands et il y avait des carrés qui étaient réservés à la culture maraîchère, mais pour la famille, c'était pas pour le commerce, pour la famille, pour les besoins du jour. Et on y trouvait surtout des herbes, telles que la menthe, par exemple, persil, ainsi de suite. Ici, je taille les romarins. Je suis jardinier maintenant par don de Dieu, parce que je n'ai jamais étudié le jardinage, mais j'ai dû ça à un monsieur qui s'appelle Bernard. C'est lui qui m'a enseigné un peu de jardinage. C'est jardins qu'on appelle les jardins andalous. Il y a plusieurs variétés des plantes, les romarins, le jasmin, les hibiscus. Je fais à peu près équilibrer la semaine, ici et la voisine d'à côté. Alors, ce que j'ai trouvé en 97, c'était un dépotoir public. Tout a été complètement ravagé. Pendant des années d'abandon. Je l'ai recréé, mais il était complètement un autre concept de jardin, plutôt un jardin d'arbres. Et à cause des transformations actuelles, nous avons opté pour un jardin plutôt de plantes, certains tropicales. Il y a certains arbres
comme l'oranger, le bananier, enfin, tous les ingrédients de l'arbre, plutôt du jardin andalou, qui sont présents. Il y a l'olivier, le dattier et surtout les plantes aromatiques et certaines plantes médicinales aussi. Les jardins andalous, on peut dire que ça se résume à deux grands principes, deux principes majeurs, l'eau et la perspective. Et ce sont, quand on y pense, ce sont deux éléments qui vont ensemble, puisque l'eau c'est quelque chose qui coule, qui est linéaire et qui donc décrit des perspectives. Et ce sont les constantes, si vous voulez, qu'on trouve dans tous les jardins andalous, qui sont tout le temps à l'intérieur des maisons. Ça vient un petit peu d'une origine assez lointaine. Selon Hassan Fathi, l'architecte égyptien, il expliquait les choses un petit peu de façon rapide. Il disait l'arabe vient du désert, le désert est un ennemi, il faut s'en protéger. Et donc, ce qui explique toute l'introversion des maisons traditionnelles et donc des jardins qui sont des paradis, qui sont à l'abri de tout ce qui est agressif à l'extérieur, vu que l'origine, c'est des climats rudes, secs, de vent, de sable, etc. On quitte Fès et l'atmosphère féerique de ces jardins juste pour quelques instants pour retrouver Coralie dans son jardin des Balles. Mais je suis sûre que vous êtes très nombreux à attendre ces précieux conseils. Eh bien, j'espère surtout que vous êtes nombreux à cultiver les artichauts, car c'est la saison de les œilletonner. Alors, il faut choisir une belle touffe, comme celle-ci par exemple. Je vais dégager la base du pied d'artichaut. Voilà, je prélève un œilleton avec de préférence des racines. Je pars les feuilles, c'est-à-dire que je les coupe, je réduis la surface foliaire pour que la plante transpire moins. Elle pourra se concentrer sur la fabrication des racines. L'idéal est de praliner chaque œilleton et de les repiquer par 3, espacés de 20 cm à peu près. Je fais bien sûr une cuvette, la terre a été bien préparée et bien amendée avant le repiquage et puis je paille le tout en ayant soin de bien dégager le pied, les œilletons risquent sinon de pourrir. L'artichaut se multiplie donc par les voies végétatives, contrairement à son cousin le cardon qui lui se ressème allègrement dans le jardin. En tout cas, cultivez ces deux plantes pour le plaisir de les manger et de les admirer. On peut bien sûr continuer à planter toutes sortes de tubercules. Ici, ce sont des dahlias, mais il y a aussi les crônes, les topinambours et bien sûr les pommes de terre. 2007 restera dans les annales une année humide, donc une année à limaces. Mais c'est justement aussi l'année où est sorti un produit bio, anti-limaces, totalement inoffensif pour le jardinier, les vers de terre, les oiseaux et surtout le prédateur naturel des limaces, le hérisson. Beaucoup trop de hérissons meurent après avoir mangé des limaces empoisonnées. Ce nouveau produit a la même couleur, la même odeur que l'ancien, mais il faut le consommer aussi avec modération. Je vais protéger tous les jeunes semis et puis ces petits pieds de salade bien tendres. Il faut savoir aussi qu'une limace peut pondre jusqu'à 400 œufs à l'automne. Ils vont hiberner sous forme d'adultes ou d'œufs, donc gare au réveil. Je remets en place les pièges à bière, les pièges à patates et je déroule cette petite forteresse en brande de bruyère très coupante et très dissuasive pour les invertébrés. Bref, tous les moyens sont bons. Fès s'est développée et construite autour de l'eau. Jean-Paul Hitcher, vous êtes architecte, vous habitez à Fès depuis de nombreuses années et vous êtes fasciné par l'ingéniosité du système d'adduction d'eau. Le site de Fès a été choisi pour son eau. Et la rivière qui vient en amont sur le plateau se déverse sur ce vallon assez brutal au bout de la plaine et repart dans une vallée vers l'Oued-Sebou qui s'en va à la mer, à côté de Tas de Rabat. Et ce réseau a été ramifié, démultiplié autant que possible pour desservir les maisons en eau propre et aussi pour évacuer les eaux usées, pour faire marcher toute l'industrie de la tannerie, certains artisanats, aussi la meunerie,
les moulins qui étaient nombreux. Toutes ces industries marchaient avec l'eau. Et cela fonctionnait encore il y a 10 ou 15 ans, plus ou moins. Depuis, ça ne fonctionne plus. Et l'artisanat souffre. Il n'y a plus de moulins à eau dans Fès, il n'y a plus des moulins électriques. Tout ça, ça a disparu. Il n'y a pratiquement plus d'activité hydrique. Et là où nous sommes assis, nous sommes dans une rivière. Il y avait ici un bras de rivière, de cette oued Fès, qui passait là. En dessous de ce niveau, il y a 2,50 m de profondeur. Tout ça a été rempli d'eau jusqu'ici, que moi j'ai vu couler, en permanence, traversant, venant de l'extérieur, une distribution extérieure, qui traversait la maison ici, de part en part, vous voyez, qui était reprise après dans des canalisations qui l'éloignaient, qui la distribuaient dans d'autres secteurs. Et de même, ces jets d'eau que vous voyez là étaient alimentés par une réserve d'eau de la rivière en amont, et ces jets d'eau fonctionnaient tout le temps jusqu'à 6 mètres de hauteur. Merci. Comme nous venons de le voir, aujourd'hui, les oueds de Fès ne sont plus que de simples rigoles et la nappe phréatique baisse chaque année. Réduire sa consommation d'eau devient une priorité, ici, mais aussi dans nos jardins de France. Alors Coralie, que peux-tu nous conseiller pour économiser ce bien de plus en plus précieux? Eh bien, quand on parle d'arrosage, on pense évidemment immédiatement au ciel. Alors qu'il faut avant tout penser au sol. Et voici la panoplie du jardinier éco-responsable, qui ne raisonne plus comment arroser, mais comment ne plus arroser. Voyons pourquoi et comment. Tout d'abord, l'humus, le compost. C'est ce que l'on appelle aussi l'éponge du sol. Rien ne sert d'arroser si le jardin ne peut pas retenir l'eau. Or, chaque année, on amende de compost le potager pour augmenter sa capacité de rétention, son capital en eau, pour employer un terme économique. Mais surtout, on permet à la plante d'avoir un libre accès à de l'eau utile. Et j'ai préparé une petite expérience pour vous l'illustrer. Je prends un échantillon de terre de mon jardin. Elle est toujours aussi limoneuse. Je prends le même échantillon que je mélange à une poignée de compost. Je verse la même quantité d'eau. Eh bien, on le voit, l'échantillon où il y a de l'humus a fait éponge. Il y a beaucoup moins d'eau dans le contenant. Deuxième outil de la panoplie, la binette. Petite ou grande, un binage vaut 2 arrosages. Ce n'est pas du tout une légende. Regardez le sol ici, il est déjà tassé par les pluies. Un petit peu dur en surface, eh bien lorsque j'arrose, l'eau a du mal à pénétrer, elle a même tendance à ruisseler. Quand je passe un petit coup de binette et que j'arrose ensuite, eh bien l'eau pénètre beaucoup mieux. Jusque-là, un binage vaut 1 arrosage, mais pourquoi en vaut-il 2 ? Eh bien parce qu'il permet à l'eau de mieux pénétrer et il l'empêche de sortir. Alors ça, c'est difficile à illustrer, mais très facile à comprendre. Le sol est parcouru de milliers de petits tubes microscopiques qui permettent à l'eau de circuler et de remonter par capillarité. Quand je passe la binette, je forme une surface de terre très ameublie qui bouche tous ces petits tubes en surface. Ce qui fait que l'eau peut circuler, peut remonter, mais ne peut pas s'évaporer. Elle est emprisonnée. Et c'est pour cela que le binage vaut 2 arrosages. Troisième accessoire du jardinier sobre, le paillage, le mulching. Couvrir le sol permet de réduire l'évaporation et donc le sol peut conserver son taux d'humidité. Ici, pas de commentaire, regardez, il n'y a pas de paillage, la terre est très sèche en surface. Par contre, ici, la planche est paillée avec un compost de broussailles, et bien dessous, elle est très humide. Alors par contre, il faut pailler au bon moment, lorsque le sol est bien réchauffé et bien humide. Sinon, il produira l'effet inverse. Et tout cela ne me prive pas des plaisirs de l'eau au jardin, bien au contraire. La médina de Fès cacherait plus de 500 palais. Si le Maroc fait des efforts pour préserver ce patrimoine unique, le travail et la passion de particuliers est bienvenu. Restaurer sans faire de cette ville un musée. Une solution, transformer ces palais centenaires en maisons d'hôtes. Quel est le point de départ de votre histoire avec cette maison ?
Alors, je suis un ancien architecte municipal de cette ville et il me tenait à cœur de participer à la sauvegarde de ces bâtiments, de cette richesse historique et culturelle. Et lorsque j'ai pu le faire, j'ai acheté cette maison et puis j'ai acheté de la maison à côté qui ne faisait en fait qu'une seule maison au départ, mais qui ont été divisées en raison des héritages, en raison des faits historiques de ces familles de Fès. Voilà, c'est comme ça que j'ai acheté cette maison. Puis après, il fallait s'en occuper, et pour pouvoir s'en occuper, il fallait qu'il y ait un petit quelque chose commercial, et c'est ainsi que je suis arrivé à imaginer un projet touristique, donc un hôtel de charme dans la Médina de Fès. Je voulais apporter un maximum de confort, mais tout en préservant l'authenticité culturelle. L'artisan marocain est peut-être un des premiers du monde à avoir bénéficié de l'université pour tous. En fait, la Karaouiyine, qui était la première université du monde, qui a ouvert vers 859, avait comme objectif d'abord de former les étudiants le matin, et au troisième temps et au quatrième temps de la prière, on voyait affluer tous les artisans qui arrêtaient de travailler et qui venaient écouter un des savants. Ces corporations étaient des corporations soufis. Donc ils avaient un rapport au soufisme et ce rapport était tellement ancré que pour eux tout se passait par rapport à cela. C'est-à-dire que la création est liée à quelque chose qui est de l'ordre de la spiritualité. Quand on regarde la notion de feuillage chez eux, on s'aperçoit que le dessin n'est pas parfait. Ils ne reproduisent pas à l'identique la feuille de la nature. La feuille est quelque part géométrique, quelque part amputée d'un aspect naturel. Et ça, c'est voulu. Pourquoi? Parce que les artisans tiennent dans leur expression de leur spiritualité à ne pas singer le créateur. Donc la feuille est là, mais ce n'est pas la feuille qu'on retrouve dans la nature qui est l'œuvre du créateur. L'hospitalité et l'accueil a toujours été une valeur forte au Maroc. Pour permettre aux familles de rester dans la Médina, une autre forme de tourisme équitable se développe. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Bien, très bien. Merci bien. Entrez s'il vous plaît. Vous êtes en train de mettre en place une nouvelle façon de se loger à la Médina à Fès. Donc l'idée c'était de faire goûter à l'hospitalité fessie, de partager le quotidien avec une famille fessie, manger à table avec eux, voir la maîtresse de maison faire le pain, l'accompagner au four, vraiment partager le quotidien. Et on s'était dit que c'était vraiment une occasion particulière et intéressante pour vraiment l'échange interculturel. Mais cette fois-ci mise en pratique. Donc, en fait, ça permet à la fois pour les Marocains de connaître la culture occidentale, la religion qui n'est pas la leur, etc. Et de l'autre côté aussi, ça permet vraiment de connaître en profondeur ce qu'est l'islam vit en pratique et non pas via les médias, par exemple. On commence? Quel est le programme? Ben maintenant, on va faire le marché avec Madame Mortar, une de nos familles qui vont vous accueillir. Et puis ensuite, vous faites une petite recette bien à eux. Et il nous faut 1 kilo de courgettes. Oui. Et les courgettes, elles sont toujours aussi claires? Le premier jour, ça s'appelle la pastilla de légumes. On va faire tous les légumes. Attendez, chez 2 kilos de coque. Les amandes et le fromage rouge. Est-ce que ça se conserve longtemps au frigo? Au congélateur. Première opération, on nettoie et on épluche tous les légumes. Derrière moi, dans un grand couscoussier de l'eau bout, on va les cuire à la vapeur et même les amandes sont dans de l'eau car ensuite, on les pèle. Là, on prépare une pastilla pour combien de personnes? Pour nous tous.
Ça fait à peu près. À peu près 10 ou bien 11 personnes. Les légumes sont cuits, Fatima? Ça y est. Regarde, ils sont déjà cuits. On est prête pour la dernière opération. Ça y est, c'est la fin. On approche. Maintenant, j'ai huilé ça, le plateau où je vais mettre la pastilla. Maintenant, je vais mettre les feuilles, une par une. Et là, on est sur de la cuisine traditionnelle de Fès. Oui. Combien de temps est-ce que ça passe au four? Un quart d'heure. D'accord. Soyez le bienvenu. مرحبا بكم. Alors, si vous voulez venir déguster les pastillas de Fatima et loger chez l'habitant, prenez vite contact avec l'Union des associations et amicales de Fès Médina. Bon, bien maintenant, bon appétit. Avant de se quitter, un livre de circonstances, L'eau au jardin, un bon geste pour la terre. Pour concilier plaisir du jardinage et respect de l'environnement. Et puis une promenade enchanteresse dans les plus beaux jardins du monde, dont ceux du Maroc. Les 1001 jardins qu'il faut avoir vus dans sa vie. Une façon originale de visiter les 5 continents et plus de 70 pays à la découverte de leur précieux patrimoine. Quant à moi, j'espère que je vous aurai donné envie de venir vous perdre dans la Médina. Et si vous aimez la musique, ne ratez pas le Festival des musiques sacrées qui se tient du 6 au 14 juin. Première soirée avec Jessie Norman.